C'est marrant quand même, on a une course qui s'est jouée dans les derniers tours au Grand Prix de France, et en Autriche, on a une course plutôt plate. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Bon, j'espère juste qu'on aura une course un peu plus animée, on va dire, pour le deuxième Grand Prix d'Autriche, parce qu'on peut pas se taper deux Grands Prix où c'est un petit peu plat quand même. Là, c'était un peu compliqué. Bref, on espère qu'en fin de semaine, ça ira mieux. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Styrie 2021, c'est parti. Première réaction, mesdames et messieurs, on va parler du brisage de cœur en règle de ce Grand Prix de Styrie, c'est George Russell. Aïe, 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 aïe. Oui, mesdames et messieurs, depuis l'année dernière, il nous plante des passages en Q2, voire en Q3 avec une voiture qui n'a clairement pas ce niveau, on va dire. Bon, alors là, grâce à la pénalité de Tsunoda, il partait P10, pourtant qualifié P11, et du coup, il avait aussi le choix de ses pneumatiques pour le départ, donc il était vraiment plutôt bien. On pouvait espérer au moins un point, voire plus d'ailleurs. Donc voilà, et puis il faut le dire aussi, pour Williams, un point, c'est comme une victoire, c'est super important. Début de course totalement incroyable de la part de George Russell, alors il est forcément aidé avec l'incident entre Gasly et Leclerc dont on va reparler, mais il a réussi à tenir le rythme de Fernando Alonso. Et alors ça, c'est quand même très beau. Il était dans le bon wagon, il était bien, il n'y avait pas de problème, ça roulait parfaitement, il y avait une stratégie à dérouler qui était plutôt pas mal. Mais évidemment, s'il y a un problème dans les blocs moteurs Mercedes, c'est pas sur Hamilton que ça va tomber, c'est pas sur Bottas que ça va tomber, c'est pas chez les Aston Martin que ça va tomber, ça peut tomber un petit peu du côté de chez McLaren, on va y revenir, et forcément ça tombe sur la tête de George Russell. Eh oui. Voilà, et écoutez, problème de valve pneumatique si je ne dis pas de bêtises sur la voiture de George Russell. On a eu des cas similaires, notamment à Abu Dhabi, je crois, l'année dernière avec Haas. Ouais, ça fait mal. Ils ont dû abandonner suite à ce problème. En fait, les valves du moteur s'ouvrent avec l'arbre à cam et se ferment grâce à des ressorts en temps normal, sur un moteur normal, sur le moteur de Monsieur Tout le Monde. Sauf qu'en F1, en fait, on va tellement haut dans les tours qu'un ressort, ça fonctionnerait pas bien parce que du coup, il y aurait beaucoup d'allers-retours entre guillemets. Du coup, on referme ces valves avec, je crois, un espèce de cylindre pneumatique. Donc, c'est par de l'air comprimé qu'on ouvre, enfin qu'on referme en tout cas ces valves. Et du coup, si vous avez une perte de pression dans ces cylindres entre guillemets, vous pouvez essayer de remettre de la pression, on va dire, remettre de l'air pour tenter de réparer le problème. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et puis alors, au bout d'un moment, si t'as plus d'air là-dedans, les valves ne se referment plus. Alors là, le moteur coupe tout de suite, tout simplement, pour se mettre en mode safe, parce que sinon, tu exploses littéralement le moteur, et ça vaut mieux pas. Est-ce que Mercedes, via HPP, donc l'entreprise qui fabrique les moteurs de Formule 1, va apporter une évolution de fiabilité, du coup, comme Honda l'a fait cette année? La fiabilité peut être améliorée, mais pas la performance directement. Sauf que l'évolution du moteur Honda, bien qu'elle soit pour fiabiliser le moteur, cette fiabilisation a donné quelques petits chevaux supplémentaires indirectement. Est-ce que Mercedes ne pourrait pas tenter quelque chose de similaire, que ce soit sur la voiture de George Russell ou sur les Mercedes tout simplement? Bref, ça fait vraiment chier pour George Russell, même si on sait qu'il a déjà loupé quelques occasions de marquer des points avec sa Williams, Imola l'année dernière, et peut-être même Imola cette année, vous me direz dans les commentaires, je crois que c'est ça. Bref, en tout cas, sa pointe de vitesse, elle ne fait aucun doute. Mais ça aurait dû être pour lui hier, malheureusement c'est pas comme ça, le sport auto est cruel. Et pour la petite stat, 35 grands prix, mesdames et messieurs, 35 grands prix que Williams n'est pas rentré dans les points. C'était Hockenheim en 2019 et un grand prix totalement fou où les Alfa Romeo avaient marqué les points, mais s'étaient fait déclasser au profit de Robert Kubica. Sinon, à la régulière, faut remonter à Italie 2018 avec Stroll et Sirotkin. Ça remonte à très loin, et ce petit point, un point, même pas 2, 3, 4, on s'en fiche, un petit point déjà, ça ferait du bien, mais vraiment du bien pour Williams et pour toute l'écurie, parce qu'ils peuvent aller les chercher cette année, on espère qu'ils vont aller les chercher. Deuxième réaction, mesdames et messieurs, il y a du mieux, beaucoup de mieux pour Ferrari en Autriche, ça fait plaisir, alors non. Non, ils n'ont pas encore résolu tous leurs problèmes sur leur monoplace qu'ils avaient au Paul Ricard. D'ailleurs, c'est plus un problème, on va dire, entre guillemets, qui est selon les types de circuits, puisque le Paul Ricard et le Red Bull Ring, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc on verra comment ça va évoluer. En tout cas, les températures, finalement, qui ont été beaucoup plus chaudes qu'au Paul Ricard, ont probablement pu les aider. Et comme le dit Sainz, il y aura des circuits où ça ira mieux que d'autres. Et ce sera une question de maximiser la performance à chaque fois. Bon, alors forcément, maintenant, il va falloir qu'on parle surtout de l'incident entre Charles Leclerc et Pierre Gasly. Alors, bon,
Tout le monde prend plutôt un bon départ sur la grille de départ, donc ça, pas de souci. Mais un certain Fernando Alonso va tenter une manœuvre digne d'I-Racing, planter un giga frein totalement à l'intérieur avec un rayon de braquage qui est pas vraiment génial, il était vraiment à la corde. Très bien planté quand même, largement à hauteur de Gasly. Bref, c'est ballsy comme dirait Julien Febvre, merci Gotaga, mais ça passe. Ça pousse Gasly et Leclerc en dehors de la piste. Bon allez, on va dire que c'est fair, puisque tout le monde doit prendre son virage. Quasiment un 3 de front, mais on n'est pas tout à fait en ligne droite. Gasly a l'air de bouger un petit peu sur la gauche pour laisser la place à un éventuel Fernando. Et Leclerc au même moment se décale à droite pour tenter de reprendre l'aspi. Contact. Merci, terminé, au revoir, c'est l'abandon pour Pierre Gasly. Gasly qui était absolument furieux à la radio, mais vraiment furieux, il savait pas qu'il avait touché. Et forcément, dans la précipitation de vouloir minimiser l'incident et de rentrer un peu vite au stand, il casse l'arbre de transmission arrière gauche, du coup, ça me rappelle quelqu'un, Charles Leclerc Monaco 2021, merci. Il casse son arbre de transmission sorti du virage 8, sème quelques débris dont parlait Lewis Hamilton, et puis à ce moment-là, la voiture... elle se cabre façon Thomas Pesquet, on va rejoindre SpaceX et tout là, assez vénère. Le bon côté des choses, c'est que Leclerc nous a envoyé une de ses remontadas de l'enfer, mais une foule de dépassements, c'était vraiment très beau à voir. D'ailleurs, c'était probablement une des seules choses à voir vraiment sur ce Grand Prix, d'un peu impressionnant malheureusement. Alors il a mis les hards à la fin du premier tour forcément, puis les médiums pendant quasiment la moitié de la course, grosse remontée, P7 à l'arrivée, boum, ça marque des très gros points en partant quasiment dans les derniers à la fin du premier tour. Franchement bravo, en plus il n'y a pas eu de safety car etc, pas trop de drapeaux jaunes et tout, donc très belle course de Charles Leclerc, faut vraiment le souligner. On va dire aussi bravo à Carlos Sainz qui a fait une superbe course lui aussi, incroyable. Très belle perf avec une P6 à l'arrivée, qui a allongé d'ailleurs son relais sur les médiums sur son premier relais. Il a planté plein de très bons tours et boum, en fait il passe de la P10 à la P6 avec cette stratégie, donc très belle stratégie de Ferrari, faut le souligner. Malheureusement, Norris était encore un petit peu loin pour Carlos Sainz pour aller le chercher à la régulière. Les McLaren en règle générale, alors surtout avec Norris, sont un petit peu au-dessus du lot. Mais ça reste une très belle P6 pour Carlos Sainz, faut que ça continue comme ça. On verra ce que ça donne sur le prochain Grand Prix qui sera sur le même circuit la semaine prochaine. Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de la domination, oui, la domination de Max Verstappen et de Red Bull sur ce Grand Prix de Styrie. Alors autant avant il y avait match entre les Mercedes et les Red Bull, autant là il n'y a clairement pas eu match. Verstappen et Red Bull, surtout Verstappen était au-dessus de toute la mêlée. Verstappen qui a été en tête du début à la fin de la course. Hamilton a tout donné pour revenir évidemment, mais l'écart restait le même, voire Verstappen arrivait à agrandir cet écart. Norris qui était en P3 a scindé le combat stratégique 2 contre 2, du coup c'était Hamilton contre Verstappen tout seul et Perez contre Bottas tout seul. Perez qui d'ailleurs s'est arrêté en premier puisque lui est parti en soft, il s'est arrêté en premier, donc c'est lui qui a ouvert la valse des arrêts au stand, on va dire dans le groupe de tête. Bottas lui était en médium et Bottas aurait pu allonger son stint en médium, mais forcément problème à l'arrière gauche pour Sergio Perez au stand. Mercedes forcément saute sur l'occasion pour couvrir Perez et pour tenter de le dépasser justement avec un arrêt au stand plus tard. En soi, en fait, Bottas, donc, comme je vous l'ai dit, aurait pu aller plus loin dans son stint, mais ça valait le coup de pas prendre le risque d'aller plus loin, de pousser un peu plus loin, parce que ils ont vu qu'il y avait une erreur chez Perez, donc on se dit, tu sais quoi, on va l'arrêter maintenant. On sait jamais si Perez, avec les hards d'un coup, il devient incroyablement rapide. Vaut mieux l'arrêter un tour plus tard, Valtteri, comme ça on l'arrête, bim, on le passe et on est tranquille, on est devant sur la piste, c'est ça qui compte, et après derrière il se débrouille. Bottas, difficile à passer pour Sergio Perez, du coup on va le basculer sur une stratégie à 2 arrêts pour tenter de le doubler dans les derniers instants de la course. Alors le but de cette stratégie de basculer Perez sur 2 arrêts, en fait c'est une stratégie qui est assez entre guillemets simple, qui a plusieurs buts mais qui n'a pas fonctionné. Alors la première forcément c'est de dépasser Valtteri Bottas dans les derniers instants de course et de prendre la 3e position au lieu de rester 4e. Et la deuxième chose, c'est pour aussi empêcher finalement Lewis Hamilton de s'arrêter au stand et d'aller chercher le meilleur tour en course. Parce que tout simplement, si Perez passe Bottas, Hamilton est exposé face à Perez. Et donc chez Mercedes, on prend peut-être pas le risque d'arrêter Lewis Hamilton, puisque si on l'arrête et que ça se passe mal, on perd coup sur coup la P3 puis la P2. Donc effectivement, heureusement qu'il y avait Bottas qui faisait le tampon face à Sergio Perez pour Lewis Hamilton.
Au lieu de prendre une place supplémentaire et peut-être le meilleur tour en course, et du côté de chez Red Bull, on a perdu la 3e place et le meilleur tour en course à cause de cet arrêt de 2 secondes. Donc ça fait quand même très cher pour 2 secondes, mine de rien. Mais bon, voilà comment ça s'est passé. Et puis bon, accessoirement, peut-être que Perez aurait aussi pu faire une meilleure qualif. Ça, c'est vrai que sinon, s'il faisait une meilleure qualif, il se retrouve pas dans cette sauce. Au championnat, ça y est, Verstappen commence à prendre la tangente, 18 points d'avance. C'est dans l'absolu énorme et à la fois rien du tout. À la régulière, ça devient un peu difficile à rattraper, mais le premier qui abandonne cette saison et qui marque 0 points aura très très mal au championnat. En fait, on a l'impression un petit peu qu'on a inversé la psychologie entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Verstappen, il est chill, il est relax, il est dans un bon mood. Il est tranquille, vraiment la force tranquille. Et Lewis Hamilton, à l'inverse, est devenu plus soucieux, peut-être un petit peu plus douteux. Il se concentre un peu plus dans les interviews, notamment sur ce qui se passe chez Red Bull, comment font Red Bull, etc. Pourquoi il y a un problème, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant à voir. On attend de voir comment va rebondir Lewis Hamilton. On est quasiment sûr qu'il va rebondir. Maintenant, on espère avoir un beau combat jusqu'à la fin de la saison, mais là, c'est quand même très 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 bien parti pour ce combat. Première les gars, première dans l'ère hybride, première fois dans l'ère hybride que Mercedes est invaincu pendant 4 Grands Prix d'affilée. Mercedes, qui dit d'ailleurs qu'ils n'apporteront plus de développement sur la voiture de 2021 pour se concentrer à 200% sur 2022. Christian Horner a dit « Oui, c'est ça, me prenez pas pour une bille parce que je sais que vous allez apporter d'autres choses, etc. » Voilà, il y a un petit combat psychologique de communication qui est en train de rentrer en jeu. Mais en tout cas, ça nous réserve de belles perspectives pour cette suite de la saison, tout simplement, puisqu'on n'est même pas encore à la moitié. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, on va parler d'une autre inversion, pas celle de Verstappen avec Hamilton, on va parler de l'inversion chez Alpine. Oui, chez Alpine, on a inversé les rôles quasiment, puisqu'en début de saison, c'était Esteban Ocon qui était en train de faire le boulot, qui était au-dessus de Fernando Alonso très clairement, et là, depuis quelques Grands Prix, c'est plutôt Alonso qui est au-dessus d'Esteban Ocon. Alors Alonso, il a reçu une nouvelle direction assistée, enfin, au Grand Prix de France d'ailleurs, il a un meilleur feeling avec la voiture, et on le voit, il est quand même beaucoup plus à l'aise, il arrive à jeter un peu plus sa voiture. En revanche, j'avoue que je comprends pas comment Esteban Ocon est en train de descendre comme ça. Alors c'est peut-être un petit passage à vide, peut-être que il arrive pas à bien régler la voiture. On sait que Pirelli a réaugmenté les pressions des pneus pour éviter les incidents comme on a eu à Bakou. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est la différence de style de pilotage entre les deux pilotes. Est-ce que finalement le développement de la voiture de 2021 n'a pas orienté la voiture et la performance vers un style de pilotage à la Alonso plutôt qu'à la Esteban Ocon? C'est ma petite théorie, je sais pas du tout, vous me direz ce que vous en faites dans les commentaires évidemment. On a eu un cas un peu similaire chez McLaren où Ricciardo a encore beaucoup de mal à s'adapter, pareil pour Vettel chez Aston Martin. Alors attention car au championnat ça joue de grosses sommes d'argent quand même entre la 5e et la 7e position. AlphaTauri compte généralement sur un Gasly qui marque de très très gros points, pendant qu'un Tsunoda a plus de mal. D'ailleurs, très très bon week-end de Yuki Tsunoda là, pour le coup, FP1, FP2, FP3, qualif course, aucun problème. Si peut-être un tête à queue je pense, mais non je suis même pas sûr, si peut-être un tête à queue. Mais dans l'ensemble, nickel chrome le Yuki Tsunoda, là ça fait plaisir. On l'a même pas entendu à la radio, donc ça veut dire qu'il s'est peut-être calmé. Peut-être que Gasly qui lui met des grosses balayettes au foot, peut-être que ça le calme, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, très très bon week-end de Yuki Tsunoda, donc ça fait plaisir. Du coup, pour reprendre, en fait finalement, chez Aston Martin, c'est soit l'un, soit l'autre qui performe. Chez Alpine, c'est soit l'un, soit l'autre qui performe. Donc en fait, la première équipe qui mettra 2 voitures dans les points pour bien marquer des gros points, etc., fera un carton. Donc va falloir surveiller ça de très très près pour la suite du championnat. Encore une fois, on bascule de plus en plus sur 2022. Donc ça va dépendre, va y avoir des circuits où ça va correspondre à certaines équipes et d'autres circuits où ça correspondra à d'autres. Et donc le but, ça va être de maximiser à chaque fois et de voir qui va être en difficulté et comment ils vont réussir à résoudre les problèmes pour limiter entre guillemets la casse. Cinquième réaction, mesdames et messieurs, le Grand Prix presque parfait de Lando Norris. Alors bon, j'abuse un peu, presque parfait, il est quand même vraiment parfait le Grand Prix de Lando Norris. Il lui manque peut-être une petite P3, j'avoue une petite
P3 de Lando Norris, ça aurait bien fait plaisir. Très belle qualif, très belle course puisqu'il tient Perez et Bottas en première partie de course justement. Bon alors il se mange un énorme dive bomb de Sergio Perez à la bord du virage 3, un dive bomb mais de l'espace absolu. C'est dans cette partie de course où en fait les pilotes ont commencé à faire du lift and coast, à beaucoup moins attaquer. Donc du coup effectivement c'était l'occasion d'attaquer Lando Norris pour Sergio Perez. Norris il a pas résisté, il a bien fait de pas résister parce que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, il allait se faire dépasser par Perez et par Valtteri Bottas. Il fallait se concentrer sur sa propre course et en plus, Sainz n'a pas réussi à revenir sur lui, donc c'était plutôt pas mal. Sainz était un peu loin pour venir lui poser des problèmes. McLaren finalement qui s'en sort bien mais qui aurait pu avoir tellement mieux parce que Daniel Ricciardo a eu des problèmes moteurs lui aussi qui l'ont fait chuter dans le classement avant de réussir à résoudre ses problèmes en faisant quelques switches sur le volant justement. Alors c'est dommage, il était P9, il avait toutes les cartes en main pour faire une bonne stratégie et marquer quelques gros points précieux. Malheureusement, c'est un contraste total avec Charles Leclerc qui lui repart des abysses du classement pour remonter P7 je crois. Le combat il est pas fini entre Ferrari et McLaren, mais alors là pour le coup va vraiment falloir que Daniel Ricciardo se mette à marquer des points, c'est très très important. Norris il va pas pouvoir tenir la baraque McLaren à lui tout seul, va falloir que justement Ricciardo se mette au niveau d'un Sainz par exemple. Mais bon, je me dis avec du recul aussi, si on n'avait pas eu l'incident entre Leclerc et Gasly, probablement qu'on aurait eu une course peut-être un peu plus passionnante au niveau des stratégies, parce que là on aurait eu des stratégies assez acharnées et ça serait suivi vraiment de très très près. Donc perdre Gasly et Leclerc dans le premier tour, finalement ça a un petit peu calmé le jeu, je pense. Donc bon, voilà, c'est comme ça, on verra ce que ça donnera pour le prochain Grand Prix justement. On prend les mêmes et on recommence là en fin de semaine. On va juste changer les pneus, on va mettre des pneus plus tendres. Donc a priori, on devrait faire peut-être un arrêt de plus. Ça devrait être pas mal. Est-ce qu'on aura une course à 3 arrêts? Qui sait? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, j'espère que ce sera un petit peu plus sympa, on va dire, que le Grand Prix qu'on a eu ce week-end. Parce que bon, il y a eu un petit peu de rompiche, on va pas se le cacher, quoi. C'est la fin de ce Fast 5, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix d'Autriche. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao.